1968. Un vent de liberté et de bonheur souffle sur la Tchécoslovaquie. De la mi-janvier à la mi-juillet, le peuple vit pendant ces 6 précieux mois une expérience tout à fait exceptionnelle de socialisme à visage humain. C'est la tentative la plus solide, la plus prometteuse de démocratisation du socialisme de type soviétique jamais entreprise où que ce soit dans le monde. On le sait, cette tentative et ce bonheur inespéré de milieu de siècle ont été tout à fait éphémères. En août, l'intervention des chars de l'armée soviétique met fin pour de bon à cette brève rencontre. Mais pour comprendre les raisons qui ont conduit Moscou à cette fatale décision, encore faut-il expliquer auparavant pourquoi ce printemps de Prague ne pouvait s'épanouir qu'à Prague et nulle part ailleurs. 2 raisons principales expliquent cet enracinement géographique. Tout d'abord, le caractère relativement avancé de la société tchécoslovaque. Théâtre principal de la révolution industrielle dans l'Empire austro-hongrois dès la fin du XVIIIe siècle, les pays tchèques forment une grande région ouvrière qui sera devenue peu à peu l'atelier de mécanique de l'Empire soviétique depuis 1950. Ensuite, cette culture ouvrière, fondée sur le travail qualifié, se greffe sur un sentiment slave particulièrement mis à vif par les tragédies de la Deuxième Guerre mondiale. La génération au pouvoir, celle d'Alexandre Dubček, du général Ludvík Svoboda, le président de la République, de Josef Smrkovský ou de František Krigel, l'intellectuel du groupe, est une génération de résistants imbus de ce sentiment panslave démocratique et sincèrement attachés à l'alliance avec l'Union soviétique. Par ailleurs, des éléments conjoncturels expliquent aussi pourquoi la fin des années 60 s'est révélée comme le moment le plus propice pour cette révolution pacifique. Il se produit en effet à ce moment-là des changements intérieurs et extérieurs au pays tout à fait déterminants. Dans toute l'Europe centrale, les années 60 sont celles du véritable après-guerre qui engendre une grande nostalgie de démocratie socialiste dans tout l'ancien espace austro-hongrois. En Hongrie, un leader anti-stalinien prudent mais fort habile, János Kadar, panse les plaies de l'insurrection de 1956. En Croatie et en Slovénie, la génération de jeunes dirigeants résistants venus au pouvoir après 1960 cherche à s'émanciper en douceur de Belgrade. Et dans l'Autriche voisine, c'est l'essor spectaculaire de l'influence du Parti socialiste de Bruno Kreisky. Ce retour à l'austro-marxisme d'antan, on le retrouve à l'intérieur de la Tchécoslovaquie elle-même. Certes, la déstalinisation y a été tardive. Les procès de Prague de 1951-52 avaient décapité la direction antifasciste de l'après-guerre et permis l'ascension au sommet du pouvoir d'un sinistre individu, Antonín Novotný, entièrement dévoué à Moscou et farouchement hostile à toute libéralisation. Il aura donc fallu attendre le voyage de Khrouchtchev à Prague en 1963 pour que les changements politiques commencent pour de bon. Mais dès 1964, Novotný a repris courage. Il espère dans les nouveaux dirigeants soviétiques Brejnev et Souslov pour surseoir aux premières réformes imposées par Khrouchtchev. Mais il a déjà beaucoup perdu de son autorité à ce moment-là. Dans la brèche ainsi ménagée, s'engouffre un étonnant dégel littéraire et artistique qui donne à ces années 1965-1968 un goût de jubilation intellectuelle et d'apogée culturelle. C'est l'âge d'or des studios de Barrandov à Prague, avec les premiers grands films de Miloš Forman, d'Eval Shorm, de Vera Chytilova, les premières pièces de Václav Havel et les grandes heures du théâtre Zabranu, les premières nouvelles publiées de Milan Kundera et de Ludvík Vaculík, la publication de textes historiographiques iconoclastes ou la réhabilitation littéraire de l'œuvre de Kafka par Edward Goldstücker. Au même moment, la détérioration dramatique de la productivité d'une industrie vieillissante, qui fait tomber vers 1965 la croissance autour de zéro, permet la mise en place d'un premier train de réformes économiques inspiré du modèle hongrois, grâce au professeur Ota Sik, un économiste communiste très ouvert. De plus en plus affaibli, Novotný perd le contrôle de la direction du parti en Slovaquie, fin 1965, au profit du jeune Alexandre Dubček, un grand résistant de la génération de 1940, qui semble décidé à mettre en œuvre des réformes d'une certaine ampleur. Désormais, le rythme s'accélère. La pression de la crise économique et une série de scandales autour de Novotný contribuent à précipiter les choses et à convaincre les dirigeants soviétiques eux-mêmes de l'inéluctabilité du changement au plus haut niveau. Le 5 janvier 1968, un plénum solennel du Parti communiste de Tchécoslovaquie
élit Dubček premier secrétaire du parti. Tout est alors en place pour un bouleversement sans précédent. Quelle forme cette perestroïka avant l'heure va-t-elle prendre? Entre janvier et mars 1968, Dubček met en place une série impressionnante de mesures de gouvernement qui annoncent trait pour trait ce que sera la perestroïka de Gorbatchev. Les ministères et les administrations sont décentralisés, on établit une autonomie régionale pour la Slovaquie, le système des prix est révisé, mais surtout un grand débat national commence à s'instaurer, fondé sur la levée de la censure, la sincérité des informations dans la presse écrite et la télévision, le rétablissement des libertés religieuses et la neutralité idéologique de l'enseignement. Une commission qui siège à Prague au couvent des Barnabites est chargée d'examiner enfin les crimes de l'époque stalinienne et procède à un train massif de réhabilitation politique. Ainsi, Dubček accomplit-il en 6 mois ce que Gorbatchev, 20 ans plus tard, mettra 3 ans à porter à son terme. Les principales libertés civiles sont désormais acquises, mais Dubček s'arrête net devant la remise en cause du rôle dirigeant du Parti communiste et ne touche en rien à la politique étrangère alignée sur Moscou, 2 éléments fondamentaux qui avaient été fatals aux réformateurs hongrois en 1956. Même incomplètes, ces mesures entraînent pourtant un véritable enthousiasme populaire et une satisfaction générale. Bien encadrée par un appareil militant communiste encore puissant et convaincu, la majorité des Tchèques s'accommoderait parfaitement encore de ce compromis dynamique entre soviétisme et liberté que lui proposent Dubček et ses amis. Certes, un groupe plus ou moins cohérent d'intellectuels voudrait davantage encore le rétablissement complet de la démocratie et le pluralisme politique, implicitement la rupture avec Moscou. Le manifeste des 2000 mots, en mai, porté par l'hebdomadaire contestataire Reporter de Jiří Lederer, exprime bien cette volonté. Mais dès la fin du mois de juin, la direction du parti était parvenue à freiner le mouvement et à endiguer les critiques des intellectuels. La majorité des Tchèques était donc prête à se contenter du nouvel équilibre ainsi atteint. Pourtant, cela ne suffira pas à inverser la tendance à Moscou. Malgré la constante volonté des dirigeants tchèques de ménager leur grand protecteur, celui-ci les a déjà condamnés sans les entendre. Pourquoi cette condamnation? À Moscou, depuis la chute de Khrouchtchev en octobre 1964, la situation n'est pas vraiment stabilisée sur le plan politique. Une moitié du Politburo voudrait revenir sur tout ce qui a été fait en matière de déstalinisation depuis 1956. Boris Chelepin, le patron du KGB, Mikhail Suslov, celui de l'idéologie, le nouveau ministre de la Défense, le maréchal Gretschko, ne veulent en aucune manière laisser s'installer à Prague un modèle alternatif au cœur du camp socialiste qui accréditerait l'idée que s'y déroule une expérience légitime. En face, le Premier ministre réformateur, Alexei Kosygin, veut sauver sa propre réforme économique annoncée à grands sons de trompe dès 1965, mais enlisée depuis lors, et Yuri Andropov, le patron de l'Europe de l'Est, qui reprend la direction du KGB aux amis de Chelepin à la fin de 1967, essaye, lui, de freiner le mouvement vers l'intervention, mais ce dernier veut avant tout préserver son ami Kadar à Budapest, quitte à sacrifier un printemps de Prague trop exposé et trop dangereux. Au milieu, Brejnev hésite et aimerait trouver une troisième voie négociée. La mise sous le boisseau du printemps de Prague par les dirigeants tchèques eux-mêmes, en échange de leur reconduite dans leur poste. Fin juillet 1968, la rencontre solennelle des 2 directions dans la petite ville frontière de Tcherna sur la Thèse permet de penser qu'on serait arrivé in extremis à une telle solution. Dubček promet alors à Brejnev de calmer le jeu. Et Brejnev semble remettre Dubček en selle. Pourtant, moins de 3 semaines plus tard, c'est l'intervention militaire. L'élément déclencheur de cette décision aura sans doute résidé dans la certitude qu'Américains et Européens pris les uns par la guerre du Vietnam, les autres par les suites des troubles parisiens du printemps, ne réagiraient aux guerres. Dans la nuit du 20 au 21 août 1968, près de 20 000 chars du pacte de Varsovie, soit 10 chars pour chaque mot du manifeste du mois de mai, notre l'humoriste Jan Prohaska, font mouvement sur Prague. Sagement, le gouvernement Dubček renonce à toute riposte armée, mais il engage la population à la résistance passive, tandis que le congrès clandestin du parti, le 14e du nom, se tient dans une banlieue de Prague sous la protection des milices ouvrières et sans que les soviétiques parviennent ou souhaitent même l'interrompre. Dubček, son adjoint Tchernik, Krigel et Mlinarj, l'ami de jeunesse de Gorbatchev,
sont arrêtés, conduits à Moscou pour y subir une véritable scène de ménage de Brejnev, avec crise de larmes et menaces de torture. Devant la mobilisation populaire immense, les dirigeants soviétiques font pourtant mine de reculer. Ils maintiennent leur occupation militaire, qui durera en fait jusqu'en 1989, mais ils acceptent un temps la poursuite de l'expérience. Mais ce n'est là qu'une courte pause. Après des manœuvres de toutes sortes, les soviétiques parviennent à destituer Doubtchek au lendemain d'une grève générale en avril 1969. Le nouveau secrétaire, Gustav Husak, bien que victime illustre des purges staliniennes de 1951, accepte, lui, par cynisme et pessimisme, la nouvelle logique de la normalisation. Sa volonté de limiter les dégâts sans phrase sera tout à la fois efficace et meurtrière. La Tchécoslovaquie, qui avait été à l'Est un bastion du communisme ouvrier et intellectuel, devient alors, pour les 20 années suivantes, un modèle sans équivalent ailleurs de soviétisme sans communiste. Quant à l'Union soviétique, elle enterre alors les réformes de Kosygin, prélude à son effondrement économique final. Le prix de ce refus obstiné de la liberté aura donc été une catastrophe complète, sans précédent historique, tant pour les Tchèques que pour les Russes. Mais au bout du compte, davantage pour les Russes que pour les Tchèques. Dorénavant, on saura mieux que Saint-Just avait raison. Le bonheur demeure encore une idée neuve en Europe. Malheur à ceux qui en refusent l'avènement.